Ok, nous allons aborder la période post-américaine. Nous avons déjà vu les trois grandes périodes qui ont bouleversé l'histoire constitutionnelle haïtienne. La première période est comprise entre 1805 à 1816. La deuxième période est comprise entre 1843 à 1889. Et la deuxième période, couramment appelée de souveraineté parallèle, est comprise entre 1918 à 1935. Donc, nous sommes en train d'aborder une quatrième période, c'est la période post-occupation américaine. Et c'est une période qui est dominée par environ quatre constitutions. La première est celle de 1935. Il y a la constitution de 1946, c'est la constitution d'août 1946. Il y a la constitution de novembre 1946. Il y a une autre constitution élaborée sous Paul Eugène Magloire en 1950. Et il y a une autre qui sera élaborée après la crise de 1957 avec l'avènement de François Duvalier au pouvoir. Alors, il y a d'autres constitutions qui seront amendées, mais ce ne sont pas de nouvelles constitutions. Mais ce sont des constitutions qui seront amendées, soit pour réclamer le pouvoir présidentiel à vie, et soit pour diminuer l'âge présidentiel qui était à 40 ans, à 18 ans, en 71. Il y a une autre constitution qui sera élaborée en 1983 sous l'administration de Jean-Claude Duvalier. Mais c'est une nouvelle constitution qui prend en compte les contradictions de lors. Vous savez qu'il y avait de grands mouvements de contestation contre le régime dictatorial des Duvalier. Mais c'est une constitution qui était élaborée en 1983, mais sans concéder le pouvoir présidentiel à vie. Et en 1985, il y a une nouvelle constitution, mais c'est plutôt une constitution qui sera amendée en 1985 par Jean-Claude Duvalier. Et vous verrez que, alors, la constitution de 1983, il y a la constitution de 1985 sous le régime des Duvalier fils. Non, après c'est fini pour les grandes constitutions qui ont été élaborées pendant les grandes périodes constitutionnelles. Alors, je vous ai déjà expliqué la troisième période qui est dominée par deux souverainetés parallèles. Alors, je vous ai dit que c'est une période qui est caractérisée par l'occupation américaine en 1915. Et l'arrivée de l'occupation américaine allait procéder à un bouleversement de l'ordre constitutionnel haïtien. Alors, je vous ai dit qu'en 1889, on est arrivé à une synthèse d'équilibre entre les deux grands pouvoirs de l'État, en 1889, et c'est ce qui va assurer une stabilité constitutionnelle pendant 29 ans, n'est-ce pas? 1889 à 1918. Mais avec l'arrivée de l'occupation américaine, je vous ai dit que il y a un bouleversement au sein de la politique haïtienne, mais au sein de l'ordre constitutionnel haïtien. Pourquoi? C'est parce que l'occupation américaine va essayer de procéder à la mise à l'écart de la Constitution de 1889. Pourquoi? C'est parce que
la Constitution de 1989 accorde trop de prérogatives au pouvoir législatif et trop de prérogatives au pouvoir judiciaire. Donc, il faut saboter cette Constitution en vue d'élaborer une nouvelle pour asseoir l'occupation américaine. Je vous ai dit que il y a la Convention de 1915. C'est une convention bilatérale ratifiée par l'État haïtien, eh bien, pour asseoir l'occupation américaine. Mais c'est une forme déguisée. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on parle d'une convention ou d'un traité international, il faut qu'il y ait le principe du libre consentement des États. Et vous allez voir que cet acte bilatéral a été imposé par les États-Unis d'Amérique. Donc, ce n'était pas une convention qui a été conclue selon le principe volontariste en droit international. Vous voyez? C'est-à-dire, l'État haïtien a donné son consentement, mais c'était un consentement estorqué. Un consentement qui est frappé de dol, de la violence. Parce que le Parlement haïtien a ratifié cette convention en 1915, c'est juste pour accorder une base légale à l'occupation américaine. Mais après cette convention de 1915, je vous ai dit que, eh bien, il va y avoir une bataille pour la mise en œuvre d'une nouvelle constitution. D'accord? En 1918. Même avant 1918, il y avait des parlementaires qui ne voulaient pas donner leur consentement à la convention de 1915. Mais il y en a d'autres qui préfèrent plutôt de sacrifier l'identité nationale au profit de ses intérêts personnels. Mais je vous ai dit que la convention de 1915, même si le Parlement a ratifié cette convention, il y avait un commentaire interprétatif qui a été élaboré par le Parlement. Et vous allez voir, le Congrès américain n'a rien dit concernant ce commentaire interprétatif. Parce qu'il paraît que certains articles de la convention paraissent, eh bien, ont un caractère flou. Les parlementaires, eh bien, ont effectué un commentaire interprétatif, mais le Congrès américain n'a rien dit concernant ce commentaire interprétatif. Alors, je vous ai dit que, eh bien, la convention de 1915 est une convention qui a été ratifiée par Haïti. C'est juste pour sauvegarder les intérêts américains dans le pays. Et vous allez voir, on a interdit à Haïti de concéder son territoire, eh bien, à d'autres puissances étrangères. Parce qu'on a voulu, les États-Unis d'Amérique voulaient substituer la prépondérance allemande, la prépondérance française et celle anglaise dans les grandes questions commerciales. Pourquoi? C'est parce que le contexte de l'occupation américaine, c'est une occupation qui vise à faire quoi? Eh bien, à étendre le système capitaliste américain. Alors, je vous ai dit que il y avait toute une bataille pour une question de l'accès aux droits des propriétés aux étrangers. Parce que le plus grand problème, c'est qu'en 1918, il y avait des parlementaires qui contestent, d'accord, l'accès aux droits, eh bien, aux propriétés immobilières aux étrangers. Et vous savez que les Américains voulaient acheter de grandes quantités de terre pour développer, eh bien, l'industrie, pour développer l'agriculture en vue de trouver des ressources naturelles pour alimenter l'économie capitaliste. Et vous allez voir que le fait que dans cette constitution on va instaurer ce privilège aux étrangers, c'est un coup dur pour l'identité nationale. Pourquoi? C'est parce que dans les constitutions antérieures, on n'arrive pas à accorder un tel privilège aux étrangers. Je crois hormis sur l'administration de Geoffroy, je crois, mais par contre, vous allez voir, il s'agit d'une violation flagrante, eh bien, de la souveraineté haïtienne. Pourquoi? C'est parce que il va y avoir l'arrivée de l'occupation américaine qui va procéder à la cogestion de l'administration étatique de l'État. Donc, comment se fait-il qu'il y a un gouvernement étranger qui intervient et qui prend des décisions pour l'intérêt national? Bon, c'est pas même pour l'intérêt national, c'est pour les intérêts de l'occupant au détriment de l'intérêt national. Comment peut-on expliquer un tel problème en termes de dérive nationaliste?
Mais je vous ai dit que après la Constitution de 1918, c'est une constitution qui essaie de sacrifier l'ordre constitutionnel de 1889, qui a été instauré pendant près un ensemble de luttes politiques acharnées. On est arrivé à un équilibre en 1889 et avec la l'occupation américaine, on va substituer la Constitution de 1989 à celle de 1918. Et le problème qui se pose, c'est que avec la l'occupation américaine, le pouvoir législatif n'existera plus. On va assister à l'absence du pouvoir législatif pendant 15 ans. Il faudra qu'on attende en 1930 pour récupérer le Parlement. Donc il y a un vide législatif pendant l'occupation américaine, parce que c'était le Conseil d'État qui jouait le rôle du Parlement. Je vous ai dit que la semaine dernière, c'est que l'occupation américaine a connu des moments difficiles. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des mouvements de contestation contre l'occupation américaine. C'est avec Louis Borneau qu'il va y avoir une cohabitation entre les deux gouvernements, entre les deux administrations. Mais sous l'administration de Sud d'Artignave, l'occupation américaine a connu des moments noirs de sa vie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des mouvements de contestation. Donc les parlementaires contestent l'occupation américaine. Et en 1921, il y a ce qu'on appelle l'union patriotique des intellectuels qui prennent contre-pied contre l'occupation américaine, n'est-ce pas? Et ceci étant dit, plus tard, vous verrez la montée en effervescence de l'école indigéniste avec Jean Prismas. Et en 1927, avec Jean Prismas, dans son ouvrage Ainsi parlons, on arrive à donner une base théorique au mouvement indigéniste. Alors, le mouvement indigéniste est un mouvement culturel qui conteste l'occupation américaine. C'est, je dirais, c'est le 5e mouvement, la 5e période littéraire haïtienne. Donc, le mouvement indigéniste a pris naissance dans le contexte de la l'occupation américaine. Et c'est pourquoi vous allez voir, les intellectuels faisant partie de tel mouvement contestent l'occupation américaine, une occupation qui voulait nous imposer une culture anglo-saxonne pour nous aliéner. Alors, lorsqu'on parle de l'aliénation, vous savez c'est quoi ça? Et cette occupation va nous rendre étrangers à nous-mêmes. Pourquoi? C'est parce qu'elle veut procéder à une substitution de la culture latine instaurée par la France et la culture africaine. Parce que nous sommes descendants de la culture afro-latine. Donc, avec l'occupation américaine, c'est une occupation qui impose la culture anglo-saxonne. Parce que cette occupation vise à nous imposer un modèle capitaliste à outrance. C'est pourquoi les Américains possèdent, c'est ce qu'on appelle, au contrôle de nos douanes, de nos finances. Parce qu'il faut redynamiser l'économie haïtienne pour l'adapter par rapport au système capitaliste mondialisé. Je vous ai dit qu'en 1928, le pays a connu de la montée du mouvement nationaliste. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des acteurs politiques qui contestent l'occupation américaine, il y a des acteurs politiques qui disent non à l'occupation américaine. Ce sont des acteurs radicaux tels que Yasséimou Pradel, Joseph Jolibrafis. Donc, il fait partie du mouvement radical. Il y a des penseurs qui disent
il faut qu'on arrive à désoccuper le pays. Mais il y a des intellectuels qui faisant partie du mouvement nationaliste, qui n'étaient pas des radicaux, qui n'étaient pas radicaux. Donc, ils veulent que l'occupation américaine reste et demeure. Mais par contre, englober le mouvement nationaliste, eh bien, a un ensemble de revendications. En 1928, on est arrivé à un point de bouleversement de l'ordre américain. Donc, installé depuis 1915, avec la Convention de 1915, installé avec la Constitution de 1918. Donc, en 1928, le bouleversement eh bien, opéré par les intellectuels radicaux faisant partie du mouvement nationaliste, eh bien, ça va bouleverser l'occupation américaine. Et Louis Borneau, qui est arrivé au pouvoir en 1922, n'est-ce pas? Et c'est sous l'empire de la Constitution de 1918, il est élu pour une durée des mandats présidentiels qui est fixé à 4 ans, 1922-1926. D'accord? 4 ans, il est réélu pour 4 ans en 1930. Ce sera la fin du mandat présidentiel de Borneau. Mais Borneau veut accéder à un troisième mandat. Or, ceci étant dit, les intellectuels radicaux faisant partie du mouvement nationaliste demandent le départ de Borneau. Et ils demandent aussi le rétablissement du Parlement. C'est assez parce que le Conseil d'État arrive à perdurer pendant plus d'une décennie. Donc, il faut reconquérir le pouvoir législatif. Et c'est pourquoi on va procéder, c'est ce qu'on appelle, à un amendement constitutionnel en 1928. Le président aura un mandat limité à 6 ans et Bordeaux veut accéder à un troisième mandat. Et c'est vrai. Et de plus, vous allez voir que on arrive à organiser les élections en 1930 pour reconstituer le pouvoir législatif. Et vous savez que le pouvoir des députés était fixé à 2 ans. Et en 1930, on arrive à organiser les élections et les différents membres du Parti nationaliste arrivent à gagner les élections. À tel point, Vincent faisait partie de tel mouvement nationaliste. Mais il n'était pas radical. C'était un nationaliste modéré. Et le stratège qu'il est, il arrive à gagner les élections sur le courant firministe. C'est ce que Michel Souka a relaté. Parce qu'il y a une bataille entre le courant de Vincent et le courant de Firmin. Pourquoi? C'est parce que le courant firministe est un courant progressiste. Alors vous savez comment Noirexi gagna les élections. Je crois en 1902. Sur l'administration de... Alors sur eh bien, son adversaire, grand intellectuel, Firmin, grand théoricien, progressiste qu'il est, un homme qui a... C'est une figure emblématique mondiale. Vous savez comment que Firmin arrive à bouleverser l'anthropologie mondiale en ce qui a trait à sa thèse sur la défense de la race noire. Mais c'est Anténor Firmin qui a gagné les élections. Et Michel Souka nous dit que avec l'avènement de Vincent au pouvoir, c'est un coup dur pour les firministes. Et Michel Souka nous dit que l'avènement de Vincent au pouvoir a de graves conséquences sur le monde politique actuel. Et vous allez voir, pour les successeurs qui vont accéder au pouvoir, qui seront accédés au pouvoir, eh bien, il était disciple de Vincent. Et vous allez voir, Lescaut, c'était disciple de Vincent, partisan de Vincent.
estimé partisan de Vincent, Paul Eugène Magloire partisan de Vincent, même François Duvalier. Et vous voyez, c'est le même courant vincentiste au détriment du firministe. Et vous voyez. Et en 1930, c'est Vincent qui gagna les élections. N'est-ce pas? En 1930, Vincent arrive à gagner les élections. Alors vous savez que durant cette période, c'était le Parlement au second degré qui fait élire le président de la République. Avec l'avènement de Vincent au pouvoir, on arrive à récupérer le pouvoir législatif. C'est grâce à la crise de 1928, à la montée du nationalisme, et c'est ça qui va entraîner, c'est ce qu'on appelle le rétablissement du Parlement. Et c'est vrai. Et par contre, vous remarquez comment la première commission des formes qui a été envoyée par les États-Unis d'Amérique, cette commission était arrivée pour statuer sur la crise de 1928 à 1930 qui affecte l'occupation américaine. Est-ce que vous comprenez? La commission des formes, comprenait les revendications des nationalistes, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous allez voir que grâce à un tel mouvement, on va rétablir le pouvoir législatif et Vincent est arrivé au pouvoir. Mais l'occupation américaine reste et demeure en 1930. Je vous ai dit que la semaine dernière, je vous ai dit que quoique Vincent arrive au pouvoir, quoique le Parlement soit rétabli, mais il va y avoir un grand problème. C'est que le Parlement va continuer à demander le départ des occupants, le départ de l'occupation américaine. Et le Parlement arrive à revendiquer une nouvelle constitution. Parce que la constitution de 1918, c'est une constitution à l'américaine. Il faut remplacer cette constitution par une nouvelle constitution. Et c'est pourquoi vous allez voir, il va y avoir une grande bataille opposant le pouvoir législatif en 1930, 31, n'est-ce pas? Et le pouvoir exécutif ayant à sa tête Vincent. Ces deux grands pouvoirs vont s'affronter autour de la conception d'une nouvelle constitution. Et on est arrivé à une entente en 1932. On va élaborer une nouvelle constitution, qui est une constitution démocratique, qui met à l'écart celle de 1918 instaurée par l'occupation américaine. Est-ce que vous comprenez? En 1932, vous allez voir que on est arrivé à une nouvelle constitution qui met en déroute celle élaborée par les autorités de l'occupation américaine. Mais c'est pas en fonction d'une entente entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce que le plus grand problème qui existe durant cette époque, c'est lequel entre ces deux grands pouvoirs va avoir plus de prérogatives. L'exécutif ne veut pas perdre ses prérogatives, le législatif ne veut pas perdre aussi ses anciennes prérogatives. Et en 1932, on est arrivé à une nouvelle constitution. Mais on arrive à organiser de nouvelles élections en 1932. Et Vincent arrive à réprimer les nationalistes. Il y avait des parlementaires qui ont connu des moments noirs dans leur vie politique. Et vous allez voir, par exemple, Jolibois fils. Il a été réprimé sévèrement par Vincent. Et c'est le frère de Vincent qui le remplaça, d'accord, au sein du Parlement. Alors, il était élu comme député. Et Némou Vincent remplaça Jolibois fils. Donc, Vincent réprima les nationalistes, d'accord, qui demandent le départ de l'occupation américaine,
qui demande la fin du régime milatrice, qui a perduré pendant longtemps au sein de l'occupation américaine, et Vincent arrive à avoir le contrôle du Parlement. Mais il va y avoir un fait qui est extrêmement important. C'est qu'en 1935, je vous ai dit que Vincent va instaurer la dictature présidentielle à vie. Et c'est par référendum. Je vous ai dit la semaine dernière que le référendum, c'est un principe instauré par les Américains en 1918. C'est-à-dire que le Parlement représente un obstacle pour l'élaboration de nouveaux projets constitutionnels. Eh bien, on invente le référendum en vue de créer une apparence de légitimité. C'est-à-dire c'est le peuple qui adopte la Constitution. C'est-à-dire on arrive à contourner l'obstacle parlementaire. Et c'est ce que Vincent a fait en 1935. Il élabore une nouvelle Constitution et par référendum, eh bien, il installe le présidentialisme autoritaire à vie. Et Vincent va passer 11 ans au pouvoir, 1930 à 1941. Et en 1941, c'est Borno qui va assurer la continuité de la dictature de Vincent. C'est vrai. Vous savez que Vincent voulait rester au pouvoir, mais le massacre de 1937, non, Vincent voulait rester au pouvoir. Hein? Vincent voulait rester au pouvoir en 1937. Le massacre de 1937 a discrédité l'administration de Vincent. C'est vrai. Donc, les Américains ne voulaient pas que Vincent reste au pouvoir. Et c'était Borno, un ancien diplomate, un ancien homme d'État qui va succéder à Vincent en 1941 pour assurer la continuité de cette dictature instaurée dans la Constitution de 1935. Mais il y a un problème qui, eh bien, va y arriver en 1946. Lescaut ne voulait pas rester au pouvoir parce qu'il va y avoir une révolution en 1946 qui sera éclatée. C'est une révolution qui demande la fin du règne de Vincent fondé sur une dictature. Et la crise de 1946, c'est une crise qui est à la fois socio-économique et socio-politique. Parce que c'est un mouvement qui vise à remettre en question l'administration milatrice instaurée par les Américains depuis en 1918. Donc, il faut qu'on arrive à remettre en question, eh bien, les séquelles de l'occupation américaine. Il faut qu'on arrive à remettre en question l'administration instaurée par les Américains. Il faut qu'on arrive à mettre en question la dictature de Vincent instaurée depuis 1935. Et il faut qu'on arrive à attaquer les problèmes de classe. Parce qu'il y a un problème d'inégalité sociale. Il faut attaquer. Et c'est la crise de 1946 qui va procéder à la liquidation de la dictature de Vincent, suivie par Lescaut. Et Lescaut ne pouvait pas rester au pouvoir en 1946 parce que c'est un mouvement de contestation de l'ordre politique fondé sur ce qu'on appelle sur le pluralisme idéologique. C'est là qu'on remarque qu'il y a l'affrontement entre plusieurs courants idéologiques. Il y a le Parti communiste, il y a
des partis à caractère libéral, industriel. Il y a des partis ouvriers. Donc, il y a plusieurs partis politiques qui s'affrontent sur la scène politique. Et c'est vrai. Donc, c'est un mouvement révolutionnaire de la mesure où il vise à éradiquer un système instauré par l'occupation américaine. Mais par contre, c'est un mouvement réactionnaire. Pourquoi? C'est parce que malgré la liquidation de la dictature de Vincent, et vous allez voir, c'est un système qui va conserver l'ancienne tradition. Est-ce que vous comprenez? Ça va, un tel mouvement ne va apporter aucun changement en termes de développement à long terme. Et même si estimé va accéder au pouvoir, et c'est la crise de 1946 qui crée l'avènement d'estimer au pouvoir. C'est un président progressiste, certes, mais par contre, vous allez voir, les intérêts oligarchiques, sont encore maintenus. C'est toujours l'ancien système qui perdure. Mais écoutez-moi bien, la crise de 1946 a effacé la dictature officielle instaurée par Vincent. Pourquoi? C'est parce que on va opter pour un pouvoir démocratique. Ce ne sera plus la dictature. Et c'est pourquoi, une fois que l'ESCO allait en exil, n'est-ce pas? Les acteurs de tel mouvement, d'une telle crise, arrivent à organiser les élections pour pouvoir mettre sur pied un gouvernement démocratique. Et c'est pourquoi il y a deux grandes constitutions qu'il ne faut pas confondre. Il y a la constitution d'août 1946 qui est celle avant 1932, parce que on a compris que la constitution de 1932 est une constitution purement démocratique. On peut procéder à sa révision pour organiser les élections, d'accord, en vue de mettre sur pied un gouvernement démocratique. Et il y a la constitution de novembre 1946, c'est la vraie constitution démocratique qui est le fruit des résultats de la révolution de 1946. Parce qu'en novembre 1946, on va élaborer une nouvelle constitution qui est plus démocratique pour mettre fin au pouvoir dictatorial de Vincent. Dimas est arrivé au pouvoir en 1946 avant l'échéance de son mandat. On arrive à conspirer contre l'administration de Dimas Cessini. Vous voyez, c'est ce qui se passe? Il y a un fait capital qu'il faut retenir. Semblerait que il y a le retour du courant militariste, il y a le retour des lézards qui apparaissent pour conspirer contre les pouvoirs en place. Et Paul-Eugène Magloire était un militaire qui conspirait contre les différents pouvoirs en place. Et vous voyez que il a participé dans le mouvement conspirationniste contre l'administration de l'ESCO, parce qu'il y a une junte militaire, après le départ de l'ESCO, il y a une junte militaire de 3 membres, Franck Level, il y a Lavaux et Paul-Eugène Magloire. Et cette junte militaire assure la vacance présidentielle pour organiser les élections. Et vous remarquez que, avec l'occupation américaine, l'armée a été domestiquée. L'armée ne pouvait pas assumer ses anciennes fonctions. Parce que de 1843 à 1918, l'armée joua
le rôle de contre-étroit contre les administrations en place. Et vous allez voir, c'était toujours les généraux qui accèdent à la magistrature suprême, les militaires. Et ce sont eux qui conspirent encore contre les différents gouvernements en place, contre les différentes administrations en place. Et les Américains comprennent l'enjeu, et c'est pourquoi l'armée a été domestiquée. En 1918, on a domestiqué l'armée. Alors, au lieu de l'armée d'Haïti, on appelle ça la gendarmerie, je crois. La gendarmerie. Et en 1928, on arrive à donner une nouvelle appellation à l'armée d'Haïti, c'est la garde nationale. L'armée a été domestiquée. L'armée ne pouvait pas conspirer pendant l'occupation américaine contre les différents gouvernements qui étaient en place, contre les différents présidents qui étaient en place. Exactement, malgré les contradictions, parce que c'était une armée qui était là pour réprimer la population, contrôler les prisons, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à mettre en prison, à embastiller les opposants politiques, l'armée, les militaires jouaient le rôle de répression contre la masse, les cacos qui voulaient contester l'occupation américaine, mais l'ancienne fonction qu'on attribua à l'armée, celle de renverser les différents gouvernements en place, il va y avoir un changement de paradigme avec l'occupation américaine. Cette armée devient une armée domestique. Mais vous remarquez qu'en 1946, ce sera le retour de la prépondérance armée. Parce que l'occupation américaine a été arrivée à son échéance en 1935, même si Vincent va signer de nouveaux accords, d'accord, avec l'occupation américaine, en ce qui a trait au rapport commerciaux, etc., en ce qui a trait au rapport de production, en ce qui a trait au commerce. Mais par contre, physiquement, l'occupation américaine, était arrivée à son échéance. Mais en 1946, vous remarquez qu'il y a le retour des hommes armés qui allaient conspirer contre les administrations en place. Et l'ESCO, a été frappé, c'est ce qu'on appelle, par une conspiration armée. Et vous remarquez comment il s'est exilé, et c'est une junte militaire qui assurera la vacance présidentielle. Et vous remarquez que Dimasset est arrivé au pouvoir, même si on a organisé les élections de manière démocratique, mais l'armée va conspirer encore contre l'administration de Simé. Avant l'échéance de son mandat. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, l'occupation américaine n'est pas là pour, réprimer la masse. D'accord? Donc, l'armée reprend, d'accord, son ancienne fonction. Ou bien, l'armée retourne à plein pied dans le monde politique pour pouvoir accaparer le pouvoir par les coups d'État. Vous remarquez que après Essimé, il y a une nouvelle junte militaire qui assure l'intérim. Et vous allez voir que Paul Eugène Magloire faisait encore partie de cette junte militaire en 1950. Et il a remis sa démission pour se porter candidat. Pourquoi? C'est parce que avec la Constitution de 1950, il semble que l'âge présidentiel était favorable à Paul Eugène Magloire. Il a remis sa démission et il va se porter candidat, il va gagner les élections en 1950. Et vous remarquez que la Constitution de 1950 est une constitution qui a instauré le suffrage universel direct. C'est-à-dire, le Parlement ne joue pas le rôle du second degré, c'est lui d'élire le président de la République.
le président de la République, eh bien, c'est le suffrage universel direct, c'est le peuple qui va procéder à l'élection, d'accord, du président de la République, du président de la République. Donc, c'est la fin, eh bien, du principe, couramment appelé le principe du second degré, où c'était le Parlement, l'Assemblée nationale, qui fait élire le président de la République. Donc, on a instauré le suffrage universel direct et on a accordé aussi le droit de vote aux femmes. C'est vrai. Donc, les femmes vont entrer à plein pied dans les grandes questions politiques haïtiennes. Et vous savez qu'il y avait des mouvements féministes durant cette époque. Parce que c'est une période où il faut qu'on pense à la conquête des droits. Parce qu'il y avait la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Et l'ONU aussi a pris naissance en 1945. C'est la conquête des droits de l'homme, vous voyez, et les femmes arrivent à plein pied dans l'arène politique, d'accord, pour eh bien, voter aux élections. Et vous allez voir que Paul Eugène Magloire a été aussi renversé par conspiration armée en 1956, d'accord, avant l'échéance de son mandat. Parce que la Constitution de 1950 fixe le mandat présidentiel à 6 ans. Donc, avant la fin du mandat présidentiel, il va y avoir la conspiration armée et le pays va connaître une crise pendant environ 11 mois en 1957. Et cette crise va bouleverser le monde politique parce qu'il va y avoir des gouvernements éphémères dans 11 mois. Donc, on n'arrive pas à organiser des élections pendant cette courte durée. C'était vraiment difficile parce que il y avait plusieurs partis politiques qui s'affrontaient, d'accord, plusieurs acteurs politiques qui voulaient accéder à la magistrature suprême. Et cette crise crée l'avènement de François Duvalier au pouvoir. On a parlé de ce qu'on appelle d'une césarienne. Vous voyez, c'est Québec qui a créé une stratégie permettant exactement, c'est l'armée qui a créé une stratégie permettant l'avènement de François Duvalier au pouvoir. Même si les Américains, les États-Unis d'Amérique ont donné un grand support à François Duvalier, n'est-ce pas? Mais par contre, François Duvalier est arrivé au pouvoir en 1957 et la Constitution de 1957, c'est une constitution qui a mis fin au principe bicaméraliste. En 1957, on n'a plus un parlement qui a 2 chambres. On a éliminé le Sénat et on a une seule chambre. De pouvoir monocaméral, donc formé, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est vrai, en 1957. Et en 1957, le mandat présidentiel était fixé à 6 ans et le mandat d'un parlementaire était fixé aussi à 6 ans, 57-63. Donc il faut organiser les élections. Et bien, qu'est-ce que Duvalier va faire? Eh bien, lors des élections législatives, il apposa sa photo sur les bulletins de vote, tout en marquant président à vie. Pendant qu'on vote les sénateurs et les parlementaires, eh bien, on vote le président à vie. Et par contre, en 1964, il arrive à amender la Constitution de 1957 tout en réclamant le pouvoir à vie et par référendum. Donc, côté que vous demandez, est-ce que vous voulez le président Duvalier comme président à vie? Avec le peuple a dit oui. Et puis, il prend le pouvoir en otage. Eh bien, en 1964, on a instauré ce qu'on appelle la dictature présidentielle à vie. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi? Duvalier
pour pouvoir, eh bien, contrôler l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une force en parallèle avec l'armée. Parce que Duvalier comprend que les militaires étaient considérés comme des éléments dangereux qui se complotent, qui conspirent très souvent contre l'administration en place. C'est pourquoi il contrôle l'armée d'Haïti par les biais de la VSN. C'est ça? Les volontaires de sécurité nationale. Et vous allez voir que tous les adversaires de Duvalier, eh bien, ont été complètement éliminés. Même que beaucoup fait élection pour lui, qui était partisan, avait éliminé ses adversaires. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Ce sera le retour de la dictature présidentielle et ça va durer pendant une période de 29 ans. 29 ans? Oui, 1957 à 1986. Et en 1971, qu'est-ce qui va y arriver? François Duvalier voulait désigner un successeur pour le remplacer parce qu'il était malade. Eh bien, les partisans de tel régime arrivent à créer une stratégie pour permettre à Jean-Claude Duvalier d'accéder à la présidence. C'est pourquoi en 1971, on a amendé la Constitution de 1963. Qu'est-ce qu'on fait? L'âge présidentiel était à 40 ans en 1964 et on fixe l'âge présidentiel à 18 ans. C'est pour permettre à François Duvalier d'accéder au pouvoir pour assurer la continuité du régime dictatorial qui est fondé sur la papadocratie. Et qu'est-ce qui est arrivé avec l'avènement de Jean-Claude Duvalier au pouvoir? C'est lui qui va faire la révolution économique. Il a dit que mon père a fait la révolution politique, moi je ferai la révolution économique. Et durant cette période, il va y avoir la montée du néolibéralisme et vous allez voir que ce sera, eh bien, l'apparition de ce qu'on appelle, d'une politique qu'on appelle la politique d'ajustement structurel. On arrive à faire voler en éclats les produits nationaux en les remplaçant par les produits étrangers, tels que les cochons créoles, d'accord, et tant d'autres produits nationaux. Donc, c'est une sorte de dérive du plan néolibéral avec les produits Duvalier. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir des contestations contre l'administration de Jean-Claude Duvalier. Donc, il y a de grands mouvements de contestation. Pourquoi? C'était un gouvernement dictatorial. Et vous remarquez comment un pile intellectuel était fuir pendant la période ça. Et bien, une montée exponentielle de la migration. C'est-à-dire que des Haïtiens qui quittent le pays, c'est la fuite des cerveaux avec la dictature des Duvalier. Et en 1943, on a élaboré une constitution. En 1943, vous savez que celle de 1964 était trop vieille. Il faut adapter l'administration de Jean-Claude Duvalier par rapport à un nouveau contrat social. Donc, on arrive à élaborer une nouvelle constitution tout en opérant, eh bien, certains changements cosmétiques, n'est-ce pas, pour voir comment on peut asseoir les bases de la dictature. Mais en 1985, il va y avoir une constitution amendée de celle de 1983. Pourquoi? C'est parce que pouvoir est menacé. Duvalier vient avec un projet de loi sur parti politique pour qu'il soit capable de légaliser les partis politiques. Deuxièmement, il vient avec question prépondérance du pouvoir à vie. Et il devait créer un premier ministre. En 1985, il est arrivé à créer la fonction du premier ministre. Donc, on vient entrer dans une phase, un gouvernement bicéphale en 1985.
côté que c'est chef exécutif là qui administrait, d'accord, gouvernement, certes, mais un premier ministre, d'accord, qui gère le cabinet ministériel, etc. Donc, vous remarquez comment c'est la fin, je dirais, eh bien, de l'histoire constitutionnelle haïtienne qui commence en 1805 pour prendre fin en 1885. Pourquoi? C'est parce que la constitution de 1987, c'est une constitution atypique que nous avons à étudier de manière séparée. Pourquoi? C'est parce que l'avènement de cette constitution, eh bien, c'est un avènement qui se trouve dans des contradictions sociopolitiques économiques par rapport à un régime autoritaire qui a perdu pendant 29 ans. Il faut qu'on arrive à proposer une nouvelle constitution démocratique en vue de mettre fin à la dictature des divans. Donc, je ne vais pas aborder la constitution de 1987, parce que c'est une constitution, je dirais, qui est considérée comme étant une ère constitutionnelle nouvelle, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de réformes dans l'histoire constitutionnelle haïtienne en 1987, que nous allons à étudier ça, eh bien, l'année prochaine, en 2025. Mais je pense que vous avez, eh bien, une vue d'ensemble sur les grandes périodes constitutionnelles qui commencent en 1805 et qui prend fin en 1985, environ 200 ans, n'est-ce pas? 100 ans? 200 ans? 200 ans. Et, oui, 1805 à 1985, ça fait combien? Environ 190 ans de ce ouvrier. Donc, c'est un pays qui a expérimenté beaucoup de constitutions. Mais à mon avis, nous n'avons pas un problème de constitution. Et si vous remarquez dans cet ouvrage, deux séries de constitution, nous n'avons pas un problème de constitution. Il y avait un problème, plutôt un problème, hein? Un problème d'application de la constitution, mais un problème de gestion de pouvoir. Il y a toujours une bataille pour le pouvoir. Ce sont les rapports des forces politiques qui prédominent sur les grandes constitutions haïtiennes. Au lieu de mettre en application une constitution, on préfère plutôt de la mettre au rencard et bien pour diriger par la force. Mais vous allez voir en 1987, ce sera de nouveautés, une nouvelle vision démocratique, un nouvel ordre constitutionnel qui va être instauré après le départ des Duvalier, même si cette constitution contient beaucoup de problèmes, on n'arrive jamais à la mettre en application, mais ceci étant dit, elle assure une stabilité constitutionnelle, parce que c'est en 2011, eh bien, que cette constitution va connaître une première révision, un premier amendement en 2011.